La légitimité, selon Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, 1753-1821, n'est pas français, mais il voit dans la monarchie française le modèle même de la civilisation. Aussi la violence du phénomène révolutionnaire le plonge-t-il dans un abîme de détresse. Moins méthodique qu'un Bonald, Maistre développe une pensée inquiète, angoissée, voire désespérée, qui pose les vraies questions sur la mort des nations, sur l'origine de la légitimité et sur le caractère inédit de la Révolution. Il en explore à tâtons les réponses possibles. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de trouver de temps à autre dans ses écrits un trait positiviste, millénariste, providentialiste ou même progressiste. Avec l'âge, sa pensée s'affine et la légitimité selon Joseph de Maistre devient mystique. Il dévoile alors les sommets de transcendance qui font la grandeur des monarchies et fondent l'amitié des royalistes de tous les pays. Tout ce qui demande un roi, pourvu que ce soit le légitime, doit être embrassé comme frère. Joseph de Maistre et Blacas, page 19, la rédaction. Grand 1, avertissement de Vive le roi. Le texte qui suit est un article d'Alain Néry publié dans La Légitimité, numéro 7, avril-mai-juin 1976, page 11. Avertissement, tous les titres ont été ajoutés par VLR pour faciliter la lecture en ligne. Grand 2, une pensée pas toujours comprise, mais largement instrumentalisée. 2.1 Maistre positiviste maurassien ou maistre progressiste? Peu d'auteurs ont donné lieu à des interprétations politiques aussi équivoques que l'illustre Savoisien. Relégué, le plus souvent, au rang de réactionnaire borné, il n'a pas toujours été mieux compris par ses admirateurs que par ses adversaires. Certains prétendent l'annexer au positivisme et en faire un maurassien avant la lettre. Un Charles Baussan estime même que Joseph de Maistre eût contresigné le nationalisme intégral et s'imagine le Comte des Soirées évoquant, à propos de la guerre, les longues dents de l'Allemand. Cependant que d'autres, à l'instar d'Émile Dermendem, sollicitent sa pensée dans un sens quasi progressiste. Reconnaissons aussi que la pensée de celui qui tenait, avec une belle audace, que ce qu'on croit vrai, il faut le dire et le dire hardiment, n'est pas exempte en son bouillonnement d'idées, d'ambiguïté. Celles-ci tiennent, pour une part, à la richesse d'une perspective multiforme, pour une part encore à quelques outrances formelles qui sont la coquetterie et la nervosité d'une écriture parfaite, telle que le XVIIIe siècle seul sut en produire. Joseph de Maistre est de la race de Voltaire et de Diderot comme écrivain. Mais il possède ce qui leur manque, la profondeur, la vérité, si bien qu'il est unique en son genre. Spirituel dans tous les sens du terme, il s'exprime en des vivacités de lueur, en des finesses de touche, inaccessibles aux esprits néo-cartésiens. 2.2 Pas d'œuvre légitimiste chez Maistre, mais une réflexion continue sur la légitimité. On peut, en isolant des citations, bâtir le Joseph de Maistre de ses rêves. L'entreprise aurait peu d'intérêt, mieux vaut tâcher d'aller plus loin, d'entrevoir les intimes correspondances de ce platonicien fort soucieux, justement, d'unité. L'on s'avisera alors qu'il a placé les problèmes à des hauteurs parfois insoupçonnées. C'est le cas, peut-être pour la notion de légitimité dynastique, au-delà des contradictions apparentes ou réelles, Joseph de Maistre nous invite à une méditation approfondie sur les sources mêmes de la souveraineté. Qui chercherait dans son œuvre une proposition légitimiste, au sens précis où on l'entend ici, serait déçu. Il a pourtant envisagé, à sa manière, la question de la succession. Au cas où la descendance de Charles X viendrait à s'éteindre, c'est, et nous ne sachons pas qu'il y ait fait allusion ailleurs, dans une lettre à Blacas, plaisamment, il s'y déclare prêt à se rendre à pied. Trouver au Kamtchatka une plante capable de donner un enfant à Madame la Duchesse d'Angoulême et s'impatiente également que le duc de Berry-Badine avec le temps qui n'aime pas qu'on le plaisante. Puis, comme s'il prévoyait une objection de Blacas qu'on aimerait connaître, il ajoute vivement « Il y en a d'autres, me direz-vous. Pas du tout à ce qui me semble. Pour sibylline qu'elle soit, cette petite phrase semble exclure de la succession au trône de France tant la postérité de Philippe V que, consolons-nous-en, celle du frère de Louis XIV. En un sens, les Bonaparte ont plus de chance. Joseph de Maistre, très peu suspect d'indulgence envers Napoléon,
admet cependant que celui-ci pouvait donner la paix au monde, se mettre à la tête du système religieux de l'Europe et gouverner sagement la France augmentée d'un quart. Mais alors il était légitime et il prenait racine pour toujours. Cette légitimité que Napoléon n'a pas su saisir, Guillaume d'Orange en Angleterre l'a du moins transmise à ses descendants. Nul doute que Guillaume d'Orange n'ait été un usurpateur digne de l'échafaud. Nul doute que Georges III ne soit un souverain digne du respect de l'univers. À quel moment, entre ces deux points extrêmes, la légitimité a-t-elle commencé ? À propos des successeurs des Stuarts, Joseph de Maistre parlera même de violence rendue légitime par le succès. Il risque ailleurs le terme d'usurpation légitime. D'une manière plus générale, il élabore, notamment dans Du Pape, une thèse empiriste au sujet non seulement des dynasties, mais des formes de gouvernement. Tout gouvernement est bon lorsqu'il est établi depuis longtemps, sans contestation. Toutes les formes possibles de gouvernement se sont présentées dans le monde, et toutes sont légitimes dès qu'elles sont établies, sans que jamais il soit permis de raisonner d'après des hypothèses entièrement séparées des faits. Le gouvernement légitime est donc ainsi celui qui dure. Émile d'Ermeneghem, qui s'arrête à cette acception, en tire argument pour avancer que Joseph de Maistre eut logiquement approuvé la politique de Léon XIII plutôt que celle de M. Daudet, et eût peut-être été lui aussi un rallié. La première supposition, qui implique un débat d'idées bien plus profond que d'Ermeneghem ne l'imagine, est permise. Elle n'entraîne pas nécessairement la seconde, car si le ralliement signifie le plongeon dans le désespoir politique de tant de légitimistes qui n'avaient pu se faire à la fusion, nous doutons qu'il eût tenté Joseph de Maistre, lequel jouissait, même dans le désespoir, d'une personnalité originale et forte. En fait, l'explication de la position maestrienne nous paraît devoir porter sur deux points. Un mysticisme de la tradition, une pensée qui oscille entre millénarisme et catastrophisme. Grand 3, Maistre, mystique de la tradition. D'abord, Joseph de Maistre est traditionnaliste. Le terme, on le sait, est complexe et désigne aussi bien l'attachement respectable à des traditions légitimes qu'une attitude philosophique diminuant le rôle de la raison. Là encore, tous les degrés sont possibles et C.J. Gignoux dissocie à bon droit le cas de Joseph de Maistre de celui de Lamennais ou des traditionalistes condamnés à la fin du XIXe siècle. Il reste que la démarche de Joseph de Maistre est fidéiste, que Barbey d'Aurevilly l'a justement nommé un mystique de la tradition. Nul doute qu'après 2 siècles au cours desquels la Révolution a pris force et santé pour devenir le polype que nous admirons, le point de vue de Joseph de Maistre eût tendu à s'ajuster sur ce fait. 1789 était récent et le recul manquait. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de bonnes et de mauvaises traditions, et que les conflits dynastiques sont toujours l'émergence de débats plus graves qui touchent à la doctrine même. On l'a vu en France, en Espagne, en Angleterre même, et de son temps, Joseph de Maistre eût pu percevoir que, face à la royauté légitime des Stuarts, les Hanovre et leurs successeurs ne représenteraient jamais mieux qu'une monarchie bâtarde, condamnée au libéralisme et à la démocratie, une quasi-légitimité. Il l'a pressenti, peut-être, dans un passage de l'étude sur la souveraineté, où il pose par là même le problème de la durée, juge dernier des traditions, et dont la notion est ici plutôt élastique. Il estime, en effet, à propos de la Constitution anglaise, que « si jamais cette belle Constitution devait se dissoudre, si cette dissolution n'était éloignée que d'un siècle ou 2, et si la destruction de cette superbe machine devait soumettre l'Empire à tous les déchirements qui ont précédé l'expulsion des Stuarts, il serait prouvé que cette Constitution si vantée, et si digne de l'être dans ses beaux jours, était cependant mauvaise, parce qu'elle n'était pas durable. » Joseph de Maistre écrira, en 1815, que tout changement forcé de dynastie est non seulement un crime, mais une bêtise. Mieux, il affirme la même année que le véritable danger est dans les fausses dynasties, dans une lettre où il évoque les intrigues qui se nouent autour d'Orléans, pour ajouter qu'il craint davantage une autre chose, sans préciser. Face au fait Napoléon, son attitude s'est marquée par des variations et des hésitations. Tantôt, au début, il voudrait voir en lui un nouveau Monk. Tantôt, il affirme l'impossibilité pour les Bonaparte de faire souche, ce dont il envisage cependant l'éventualité en tremblant. « Ouvrez l'histoire et trouvez-moi un simple particulier qui soit monté subitement au rang suprême
et qui ait commencé une dynastie royale. Cela ne s'est jamais vu, donc je suis fondé à croire que la chose est impossible. Ces craintes, et là réside peut-être l'explication la plus profonde d'un certain empirisme dynastique apparent chez de Maistre, s'inscrivent dans une réflexion angoissée sur l'avenir de la France et des Bourbons, et, de manière plus large encore, sur l'avenir même de la civilisation chrétienne. Grand 4. Du millénarisme au catastrophisme. 4.1. Le millénarisme. La Révolution est moins un événement qu'une époque, un âge. La pensée de Joseph de Maistre oscille entre une sorte de millénarisme guettant une troisième explosion de la toute-puissance divine en faveur du genre humain et des tendances catastrophistes. Le mysticisme et l'inquiétude politique chez de Maistre sont connexes. La Révolution, dont il a loué ironiquement les bienfaits, lui paraît au demeurant n'être pas un événement, mais une époque, après laquelle on ne pourra rétablir entièrement les anciennes idées, ni les anciennes constitutions. Il n'est pas même possible de mesurer le degré atteint par la destruction. La maison de Bourbon est-elle frappée d'interdit? Sans se résoudre à l'admettre quand les partisans de Bonaparte l'assurent, Maistre n'exclut pourtant pas qu'elle soit usée et condamnée par un des jugements de la Providence dont il est impossible de se rendre raison, et trouve bon qu'alors une nouvelle race commence une succession légitime, celle-ci ou celle-là, qu'importe à l'univers. 4.2. Le catastrophisme. La Révolution a corrompu irréversiblement l'ancien ordre. Il esquisse dans les considérations un autre thème, celui de la désacralisation, de la souillure au contact de la Révolution. Le bonnet rouge, en touchant le front royal, a fait disparaître les traces de l'huile sainte. Le charme est rompu. De longues profanations ont détruit l'empire divin des préjugés nationaux. Et longtemps encore, pendant que la froide raison courbera les corps, les esprits resteront debout. La part mystique de cette interprétation trouve sa contrepartie dans un autre thème, celui du caractère sacrificiel et rédempteur du meurtre de Louis XVI. Qu'est-ce donc qui se passait dans ce cœur si pur, si soumis, si préparé? L'auguste martyr semble craindre d'échapper au sacrifice, ou de rendre la victime moins parfaite. Quelle acceptation! Et que n'aura-t-elle pas mérité? Grand 5. Mort des nations et réflexion sur la légitimité. 5.1. Le sort des Bourbons est lié à celui de la civilisation. Reste l'interrogation positive sur l'ampleur du mal révolutionnaire. Si les familles, les empires, les nations même ont pour loi de mourir, et si rien ne prouve que tel ne soit pas le cas de la France, il faut en accepter l'éventualité. Mais le phénomène serait alors d'une portée inestimable. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par la conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui la font ce qu'elle est? C'est un grand et redoutable problème. Si vous en êtes là, il n'y a plus de Français, même en France. Rome n'est plus dans Rome et tout est perdu. Mais je ne puis me résoudre à faire cette supposition. Joseph de Maistre, en posant cette question redoutable, reconnaît implicitement que le sort de la maison de Bourbon est solidaire de celui d'un ensemble de valeurs tel que son effacement serait sans commune mesure avec un changement de dynastie ordinaire. Il l'exprime nettement dans une lettre à Blacas. La famille de Bourbon est-elle proscrite ou non? Il y a pour l'affirmation des indices que vous voyez, des indices que vous ne voyez pas, et des indices que vous voyez sans les voir. Dans ce cas, tout honnête homme doit prendre le deuil. Tout est perdu pour nous. L'édifice européen que nous avons vu est renversé sans retour. Il n'y a plus moyen de le relever. C'en est fait de presque toutes les familles régnantes. Et l'Europe est livrée à une agonie de 4 ou 5 siècles, semblable à celle du Moyen-Âge. Ailleurs, la monarchie européenne m'a toujours paru, en fait de gouvernement, le plus haut point de perfection que notre pauvre nature puisse atteindre. Elle est morte, et me paraît encore plus belle, mon cher comte, comme le corps humain est bien plus admirable étendu et dépecé sur la table anatomique que dans les belles attitudes de la vie. les amateurs feront là-dessus, s'ils le désirent, de la psychanalyse. Les deux réflexions qui précédent sont de 1814 et de 1812. Elles laissent en retrait des méditations antérieures sur l'éventuelle caducité des Bourbons,
lesquels seraient arrivés au point de répéter la chute inévitable des Carlovingiens. Du moins posait-il alors la question, sur laquelle il est revenu, de la légitimité des Capétiens eux-mêmes. 5.2. La question de la légitimité des Capétiens. Celle-ci ne saurait nous laisser indifférents. C'est celle, après tout, qui pourrait poser au légitimisme le seul problème délicat. Joseph de Maistre prend un plaisir mérité aux dépens de Voltaire, qui, comme Rousseau, lui procura bien des joies, et ne craignit pas d'affirmer, en vers encore, que Hugues Capet fut hissé au rang de Charlemagne par les États assemblés. Maistre sait, en avance sur les manuels d'histoire et rejoignant les études les plus récentes de nos jours, que Hugues Capet n'est pas sorti du néant, qu'il touchait au trône et que son origine se perdait dans les siècles. Il n'en reste pas moins qu'à son avènement, le sang de Charlemagne n'était point tari. Il était au contraire en pleine circulation, lorsqu'il fut exclu par un grand homme évidemment mûri à côté du trône pour y monter. L'on objectera qu'en ce qui concerne les Capétiens, plusieurs éléments sont de nature à infirmer la thèse de l'usurpation originelle. Ils succèdent à une race qui, selon le schéma classique, n'est que la seconde. Les trois races sont étroitement mêlées. Les Capétiens, ou plus exactement les Robertiens, permettent, en effet, au sujet de leur origine, énigmatique mais assurément illustre, des suppositions séduisantes, à une époque où les races royales ne s'improvisaient sans doute pas plus qu'elles ne naissaient des suffrages populaires. Les lois de succession se sont élaborées, précisées en tout cas, tandis qu'ils régnaient et que les descendants des familles précédentes retournaient dans l'obscurité. Sommes-nous devant un cas de perfection en la matière? Nous n'oserions tout de même l'affirmer, et nous ne prétendrons pas davantage voir dans l'ensemble des circonstances liées à l'avènement des Capétiens le talion nécessaire de toute légitimité. Le problème reste posé de la part d'arbitraires présidents à l'origine des dynasties. 5.3. L'impératif de la transcendance en matière de souveraineté. À cet égard, l'approche mestrienne est double. Elle justifie et intègre l'arbitraire qu'elle veut providentiel. Elle le limite encore en mettant l'accent sur l'importance du mystère, voire du mythe. L'essentiel étant que la souveraineté échappe au maximum aux densités humaines pour dominer les hommes de plus haut, ainsi qu'il s'en explique dans le principe générateur. Je crois avoir lu quelque part qu'il y a bien peu de souveraineté en état de justifier la légitimité de leur origine. Admettons la justesse de l'assertion. Il n'en résultera pas la moindre tâche sur les successeurs d'un chef dont les actes pourraient souffrir quelques objections. Le nuage qui envelopperait plus ou moins l'origine de son autorité ne serait qu'un inconvénient, suite nécessaire d'une loi du monde moral. S'il en était autrement, il s'ensuivrait que le souverain ne peut régner légitimement qu'en vertu d'une délibération de tout le peuple. Il faut toujours que l'origine de la souveraineté se montre hors de la sphère du pouvoir humain, de manière que les hommes même qui paraissent pour s'en mêler ne soient néanmoins que des circonstances. Quant à la légitimité, si dans son principe elle a pu sembler ambiguë, Dieu s'explique par son premier ministre au département de ce monde, le temps. Aucune institution humaine n'étant, en tant que telle, parfaite, il s'agit que la souveraineté se dégage de sa gangue humaine pour préserver, en s'opposant à la souveraineté populaire, le caractère absolu, divin, du pouvoir. Naturellement, ce caractère sera d'autant mieux sauvegardé que l'origine de la souveraineté sera lointaine, voilée d'une nuée protectrice fondant la réalité dans la légende. Joseph de Maistre ne craint pas d'employer à ce sujet le terme de mythologie. Le mythe établit le lien avec le sacré. Toutes les nations nous montrent le berceau de la souveraineté environnée de miracles. Toujours la divinité intervient dans la fondation des empires. Toujours le premier souverain, au moins, est un favori du ciel. Il reçoit le sceptre des mains de la divinité. Elle se communique à lui, elle l'inspire. Elle grave sur son front le signe de sa puissance. Et les lois qu'il dicte à ses semblables ne sont que le fruit de ses communications célestes. Ce sont des fables, dira-t-on. Je n'en sais rien en vérité, mais les fables de tous les peuples, même les peuples modernes, couvrent beaucoup de réalités. La Sainte Ampoule, par exemple, n'est qu'un hiéroglyphe. Il suffit de savoir lire.
La puissance de guérir attribuée à certains princes ou à certaines dynasties de princes tient aussi à ce dogme universel de l'origine divine de la souveraineté. Ne soyons donc pas surpris que les anciens instituteurs des peuples aient tant parlé de la part de Dieu. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas le droit de parler en leur nom. 5.4 Du caractère sacré de la royauté des lois fondamentales du royaume. La royauté est sacrale car elle est consacrée. À propos de la cérémonie du sacre des rois, il déclare « Jamais il n'y eut de cérémonie, ou, pour mieux dire, de profession de foi plus significative et plus respectable. Toujours le doigt du pontife a touché le front de la souveraineté naissante. » La royauté assume la liaison qui ne doit jamais être perdue de vue entre la souveraineté et la religion. L'hérédité des familles royales apporte en conséquence un élément décisif. Ce caractère sacré qui est l'ouvrage du temps, car l'homme ne respecte réellement rien de ce qu'il a fait lui-même. Ainsi, des lois fondamentales, le bon sens primordial, heureusement antérieur au sophisme, a cherché de tous côtés la sanction des lois dans une puissance au-dessus de l'homme, soit en reconnaissant que la souveraineté vient de Dieu, soit en révérant certaines lois non écrites comme venant de lui. Une institution sera d'autant plus parfaite que ces lois seront moins écrites, moins susceptibles d'être effacées, revêtues ainsi de ce caractère de sainteté et d'immobilité qui distingue les lois vraiment constitutionnelles, lois défendues du caprice des hommes, peuples et rois en l'occurrence. Or, l'on touche ici à un point essentiel de la notion de légitimité que Joseph de Maistre a parfaitement éclairé, nous semble-t-il. L'essence d'une loi fondamentale est que personne n'ait le droit de l'abolir. Joseph de Maistre a très bien perçu le sens intime des lois fondamentales. À cet esprit net, rien ne paraît dès lors plus clair que la loi de succession au trône de France. Prenez la loi constitutionnelle la plus simple, par exemple, celle de la succession à la couronne, je vous le demande. Qui l'avait établie en France et parmi nous? Ce n'est pas le peuple, il n'y en a pas la moindre trace. Ce n'est pas non plus le roi. Il n'a cessé de la reconnaître et de lui rendre hommage. Mais ce n'est pas lui qui l'a fondée, car s'il en était l'auteur, il aurait par là même le droit de l'abroger. Il rappelle à qui veut l'entendre le vieil adage sur l'heureuse impuissance du roi de violer les lois du royaume, et précise « Le prince ne peut déroger à ces lois, et s'il ose y toucher, tout ce qu'il a fait peut être cassé par son successeur. » Maistre définit ailleurs cette loi, une primogéniture masculine, de forme rigide, formule qui ne peut que rencontrer son assentiment, tant il est vrai que la succession héréditaire dans une monarchie est quelque chose de si précieux que toute autre considération doit plier devant celle-là. Il parle aussi des droits irrévocables de la légitimité et le droit sacré de la succession. Et il rappelle « Vos Français ont deux belles maximes plus vraies, peut-être qu'ils ne pensent. L'une de droit civil, le mort saisit le vif, et l'autre de droit public, le roi ne meurt pas. » Aussi bien s'il se plaît à constater que la famille qui règne sur la France est la seule indigène, Joseph de Maistre n'est certainement pas de ceux qui proposeraient l'amendement des vieilles lois au nom de préjugés faussement nationaux. Il se réjouit, au contraire, de l'unité politique réalisée par la Maison de Bourbon entre la France et l'Espagne. Ce qu'il y a de plus probable, c'est que les Français rétabliront les Bourbons en France et en Espagne, et le pape à Rome. Retenons cet autre aspect de son ultramontanisme et rappelons pour mémoire que lui-même n'était pas français. 5.5 Note sur une tendance internationaliste du jeune Maistre. On hésite à citer ici le mémoire au duc de Brunswick sur la franc-maçonnerie, Paris Reader 1925, parce que c'est une œuvre de jeunesse et que de Maistre est revenu de ses idées initiales à ce sujet. Ce texte n'en est pas moins révélateur de préoccupations spirituelles et politiques à tendance internationaliste dans le mémoire, où Maistre s'attendait que ses projets eussent à combattre l'orgueil national. Il rappelait la position particulière des Savoisiens qui, entre la France et l'Italie, n'étaient pour ainsi dire d'aucune nation. Page 115. Bien sûr, Maistre n'est pas un négateur abstrait des réalités nationales, lui qui se flattait de n'avoir jamais rencontré l'homme mais des hommes incarnés. Mais il ne faudrait pas faire dire à ce mot, trop facilement cité, davantage que ce qu'il énonce.
Grand VI, Mestre modèle de fidélité. La légitimité mestrienne est en fait aussi peu contingente qu'il est possible. Mestre ne croyait pas, contrairement à Voltaire encore, que le premier qui fut roi fut un soldat heureux. Il tenait que plutôt le premier soldat fût soldé par un roi. La souveraineté prime tout, et les familles ne sont pas royales parce qu'elles règnent parce qu'elles sont royales. Elles diffèrent des autres, elles sont marquées du doigt de Dieu, et plus que toute l'auguste maison qui gouverne la France, à laquelle, bien qu'il ne la serve pas directement, il prodigue les manifestations de son respect et de sa tendresse. C'est la maison à laquelle je suis le plus attaché, après celle à laquelle je dois tout. Il s'emporte après les révolutionnaires, Les scélérats, qui firent couler le sang le plus pur comme le plus auguste de l'univers. On pourrait multiplier les exemples de la piété de Mestre envers les Bourbons, au cœur céleste du roi martyr, à l'ange de la paix, la céleste duchesse d'Angoulême. Fidéiste peut-être, la démarche de Joseph de Maistre le conduit en définitive au plus profond de l'attitude royaliste, qui est, justement, la fidélité. Fidélité d'attente et d'inquiétude, guettant les signes de la Providence, mais ne les prévenant pas. Il ne serait pas licite, au reste, d'affirmer la légitimité en des termes exclusifs de l'intervention divine, pas plus que d'éluder la part d'imperfection et d'arbitraire inhérente à toute institution humaine. Si l'abaissement de la royauté, et singulièrement de la royauté française, au temps déjà de Joseph de Maistre, qui déplorait que les rois ne crussent plus à eux-mêmes, si le spectacle de la Révolution, qu'il eût voulu provisoire et en un sens efficace, le souhait du possible au-delà des destructions, ont contribué à quelques hésitations de sa part sur les voies de la Providence et le sens de l'histoire, si, dans l'impossibilité d'entrevoir la fin des ténèbres, il est de ceux que la Restauration ne suffira pas à rassurer. Ce fier esprit avoue ses impatiences, ses doutes et ses angoisses. Son dernier mot est pour la fidélité, fut ce contre l'espoir. Il ne faut pas se faire illusion. Il n'y a plus dans le monde d'espoir pour la fidélité. Joseph de Maistre craignait un jour que la chronologie des Bourbons n'eût rejoint dans l'ignorance des Grimaud celle des Héraclides et des Ptolémées. C'est aujourd'hui chose faite, nous ne risquons plus d'errer par espérance trop immédiate. Au moins, ne désespérons point de la Providence, et prenons sur le mesquin présent la perspective du temps conservateur des traditions. Alain Néry. Si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.